Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'action Intuit. Comme d'habitude, cette analyse sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Intuit, ensuite nous allons faire une analyse quantitative de la société Intuit, puis une analyse fondamentale de la société, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix de l'entreprise. Si vous n'avez pas encore vu les 3 vidéos qui expliquent ce processus d'analyse, à savoir l'analyse quantitative fondamentale et l'évaluation du prix, je vous renvoie vers ma playlist méthode que vous trouverez en description et en haut à droite de la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Et ceci étant dit, commençons par la société Intuit. Premièrement, c'est une société américaine qui est cotée au Nasdaq et qui a pour ticker INTU. Elle a une capitalisation de 179 milliards de dollars. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle verse un dividende de 0,56% et elle est dans le secteur technologique. Faisons un rapide point sur l'histoire de la société qui a été fondée en 1983 à Palo Alto en Californie par Scott Cook et Tom Proulx, et il commence donc par commercialiser un logiciel de gestion de finances personnelles qui s'appelait Quicken. En 1993, Intuit devient public et fait donc son introduction en bourse. En 1994, Microsoft a tenté de racheter Intuit mais le rachat n'a pas abouti, et également la même année, Intuit abandonnera progressivement Quicken pour se concentrer sur QuickBooks et TurboTax, des logiciels sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Entre 1994 et 2009, Intuit a effectué 15 rachats d'entreprises diverses. En 2009, elle a racheté le logiciel Mint.com. Entre 2010 et 2017, elle a encore racheté 12 entreprises. En 2020, elle a racheté Credit Karma pour 7 milliards de dollars et en 2021, Mailchimp pour 12 milliards de dollars. Si on regarde maintenant les ventes par secteur de la société, elles sont découpées en 4 secteurs. En premier, nous retrouvons le secteur des petites entreprises et des indépendants qui représente 55,9% des ventes. Ensuite, le secteur des particuliers qui représente 28,8% des ventes. Credit Karma qui représente 11,4% des ventes. Et enfin Protax qui est le secteur professionnel qui représente 3,9% des ventes. Au niveau de la répartition géographique des ventes, on a 100% des ventes aux États-Unis. Alors ici c'est plus un problème de catégorisation qu'une réelle répartition géographique puisqu'en fait Intuit ne segmente pas ses ventes par région, ce qui fait qu'on a 100% des ventes qui ressortent comme étant aux États-Unis, même si sur le papier ce n'est pas forcément vrai puisque les solutions d'Intuit sont également vendues à l'international. Et justement si on fait un point sur les solutions d'Intuit en commençant par le secteur des petites et moyennes entreprises ainsi que des indépendants, on retrouve le logiciel QuickBooks qui est le logiciel phare d'Intuit et qui est un logiciel de comptabilité pour les PME et les indépendants, et ce logiciel de comptabilité représente 80% du marché aux US, c'est-à-dire que 80% des PME et des indépendants aux États-Unis utilisent QuickBooks, ce qui est absolument énorme. Ensuite, on retrouve Mailchimp, qui est un logiciel de gestion d'email marketing, qui permet également de créer des sites internet, de gérer de l'audience et de faire du ciblage, et c'est globalement un logiciel qui permet de gérer son marketing et de créer des campagnes marketing. Maintenant, sur le segment des particuliers, on retrouve 3 solutions. La première est TurboTax, qui est un logiciel de déclaration d'impôts aux États-Unis pour les particuliers, mais qui est également utilisé par les PME. Et ce logiciel de déclaration d'impôts est très utile aux États-Unis puisque l'IRS, le fisc américain, ne fournit pas de solution gratuite pour déclarer ses impôts, comme on peut avoir en France par exemple sur le site impôts.gouv. Donc les Américains sont obligés de passer par une solution privée pour effectuer leur déclaration d'impôts. Ensuite, on retrouve Credit Karma, qui est un logiciel de gestion de crédit, de carte de crédit, de préconso automobile, etc. et qui permet également d'avoir son score de crédit, d'où le nom Credit Karma, son score de crédit qui est un score attribué par les banques à chaque particulier, et ce score permet aux banques de savoir si elles peuvent prêter ou non à chaque particulier. Et enfin, on retrouve Mint, qui est un logiciel de gestion de budget, d'épargne et de cash flow pour des particuliers et qui permet vraiment de gérer l'ensemble de ses finances. Et enfin, pour terminer, on a le 3e segment principal qui est le segment professionnel et qui là regroupe plusieurs solutions comptables, donc pour les comptables professionnels, à savoir Protax, Lacert Tax, ProConnect Tax, ProSeries Tax, Easy ACCT Write-Up, etc. Donc tout ça, ce sont en fait les équivalents des solutions comme QuickBooks qu'on peut avoir, mais côté comptable professionnel. Maintenant, si on fait un point sur le management de la société, on retrouve au poste de CEO Sazan Gouzardi depuis 2019, mais il a intégré Intuit en 2010. On retrouve toujours au board le fondateur Scott Cook,
qui est au board depuis 1983, donc depuis la fondation de la société. Et on retrouve au poste de CFO Sandeep Aujla depuis 2015. Au niveau de l'actionnariat, on a une ligne intéressante puisqu'on retrouve Scott Cook avec 2,5% des parts de la société. Et ensuite, on retrouve tout un tas d'institutionnels relativement classiques. Passons maintenant à l'analyse quantitative de la société. Et si vous n'avez pas vu la vidéo qui explique le process d'analyse quantitative que j'utilise, je vous renvoie vers cette dernière que vous trouverez comme d'habitude dans la description et en haut à droite de la vidéo. Et commençons par regarder la rentabilité de la société, et là on voit qu'on a un ROCE sur 1 an de 13,5%, sur 5 ans de 25,5% et sur 10 ans de 35,5%. Donc le ROCE sur les 10 dernières années a été énorme. Maintenant au niveau des profits, on a une marge brute de 82,8%, une marge opérationnelle de 26,2% et une marge nette de 21,1%. En sachant qu'on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de 6%. Ce qui est très faible et ce qui est tout à fait cohérent avec le business de l'entreprise, qui est majoritairement du logiciel et qui donc demande très peu de CAPEX. Maintenant, au niveau de la croissance, on a eu une croissance sur la dernière année du chiffre d'affaires de 12,9%, sur les 5 dernières années de 20,3% et sur les 10 dernières années de 14,2%. Donc de très bons résultats ici, et on a une croissance prévisionnelle sur les 5 prochaines années de 11,6%. Au niveau de la croissance des free cash flow, on a une croissance sur la dernière année de 31,2%, sur les 5 dernières années de 17,4%, et sur les 10 dernières années de 16,4%. Maintenant au niveau du dividende, on a eu une croissance sur la dernière année de 14,7%, sur les 5 dernières années de 14,3%, et sur les 10 dernières années de 15,3%. Et cela fait 9 ans que Intuit verse son dividende et l'augmente de manière ininterrompue. Et pour terminer, au niveau de la santé, on retrouve un ratio dette sur EBITDA de 1,65 et un payout ratio de 34%. Et si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 18,5 sur 20, ce qui est très bon. Et si on compare la note quantitative d'Intuit par rapport à ses concurrents, on retrouve en première position ADP avec 16 sur 20, donc Automatic Data Processing, ensuite Paychex avec 16 sur 20 également, et enfin H&R Block, qui est également un logiciel de déclaration d'impôts américain, mais celui-ci n'a pas de note tout simplement parce que la société fait moins de 10 milliards de capitalisation et que du coup elle n'est pas encore rentrée dans mes critères de notation. Si on compare maintenant la performance de ces entreprises sur les 10 dernières années, on voit que Intuit arrive en première position, suivi de ADP, donc Automatic Data Processing, ensuite Paychex et en dernière position H&R Block, en sachant que ces performances sont calculées dividendes non réinvestis. Et par rapport au S&P 500, sur les 10 dernières années, on a une surperformance de 12,24% de la part d'Intuit, et sur les 20 dernières années, on obtient une surperformance de 8,03% par an. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de la société Intuit, et comme pour l'analyse quantitative, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui explique le processus d'analyse fondamentale que j'utilise, je vous renvoie vers cette dernière que vous trouverez en description et en haut à droite de la vidéo. Et commençons tout de suite par les forces de la société. Premier point, évidemment, Intuit possède beaucoup de revenus récurrents via la vente de ses logiciels qui s'effectuent majoritairement par abonnement. Ensuite, ce sont des logiciels qui ont une stickiness, donc c'est-à-dire des coûts de changement très élevés, avec un taux de rétention de 79%, en sachant que sur les 21% des entreprises qui ne renouvellent pas leur abonnement chez Intuit, la majorité sont tout simplement des entreprises qui font faillite, puisque les clients d'Intuit sont majoritairement des petites et moyennes entreprises, ce qui fait qu'il y a forcément intrinsèquement un churn qui est dû à la fermeture de ces différentes entreprises. Et si on compare par exemple Shopify à un taux de rétention de 75% et Xero de 80%, qui sont également des logiciels très connus pour les PME. Également, ce sont des logiciels indispensables pour les entreprises, avec, on l'a vu, 80% des PME aux États-Unis qui utilisent le logiciel QuickBooks. Également, les logiciels d'Intuit et QuickBooks en particulier bénéficient d'un fort effet de réseau, puisque plus les entreprises l'utilisent, plus les comptables utilisent ces logiciels, et plus les comptables utilisent ces logiciels, plus les entreprises vont les utiliser, etc., etc. Et c'est un effet de réseau qui s'alimente sans cesse. Ensuite, on peut noter également que les universités utilisent une version de QuickBooks gratuite pour former les comptables, ce qui est très bon également puisque les comptables auront l'habitude de travailler avec ce logiciel et vont donc naturellement pousser vers l'utilisation de ce logiciel quand ils vont intégrer une entreprise.
Côté TurboTax, donc le logiciel de déclaration d'impôt, on a 20 à 25% des Américains qui l'utilisent, ce qui est énorme. Et là aussi, on a un taux de rétention très élevé de 79% et un coût de changement très élevé. Et à noter que la rétention de TurboTax est meilleure que son concurrent H&R Block avec seulement 73%. Et également, les logiciels sont interconnectés les uns avec les autres et se renforcent mutuellement. C'est le cas par exemple de TurboTax, de Credit Karma et de Mint qui fonctionnent en synergie et qui peuvent se connecter les uns avec les autres pour créer un écosystème financier complet. Et enfin, il est intéressant de noter qu'Intuit a basculé en majorité sur un modèle cloud, donc un modèle SaaS, Software as a Service, qui lui permet d'être beaucoup plus flexible et surtout d'avoir des revenus récurrents puisque ce modèle-là fonctionne sur un modèle par abonnement. Maintenant, si on fait un point sur les risques de la société. Premier point, TurboTax, qui est la solution de déclaration d'impôt, existe tant que l'IRS, donc le fisc américain, ne met pas en place de solutions gratuites. Effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des solutions gratuites. Encore une fois, c'est le cas de la France, par exemple, avec le formulaire de déclaration d'impôt sur impôt.gouv.fr. Et donc la viabilité d'une telle solution dépend du fisc américain et dépend de sa bonne volonté à ne pas fournir de solutions gratuite. Également, le fisc américain pourrait faire pression sur le logiciel TurboTax pour rendre certaines fonctionnalités gratuites, et ça a déjà été le cas par le passé, puisque le fisc a imposé que les solutions de déclaration d'impôt soient 100% gratuites pour les citoyens américains qui gagnent moins de 66 000 $ par an. Et sur le segment professionnel, on pourrait également avoir un concurrent déjà très bien implanté, comme Stripe ou Shopify, qui pourrait développer une solution de comptabilité afin de concurrencer QuickBooks. Et on sait que dans le milieu du B2B, et en particulier chez les petites et moyennes entreprises et chez les indépendants, les solutions globales qui permettent de gérer plusieurs aspects d'un business en même temps sont beaucoup plus appréciées que des solutions spécifiques. Et enfin, comme pour toutes les entreprises tech, il faut noter le bouleversement potentiel que pourrait être l'IA, qui pourrait rebattre les cartes et chambouler le marché. Et pour ça, Intuit doit constamment innover et surtout trouver un moyen d'intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans ses solutions. Maintenant, passons à la checklist fondamentale et commençons par les produits. Premier point, est-ce que les produits que vend Intuit sont essentiels? Selon moi, oui, puisqu'on l'a vu, 80% des PME dépendent de QuickBooks pour leur comptabilité et 20 à 25% des particuliers dépendent de TurboTax pour leurs impôts aux États-Unis. Ensuite, les produits sont achetés régulièrement puisque les logiciels sont vendus sur un modèle par abonnement, donc un modèle SaaS. Également, ils sont vendus à bas prix puisque le coût de ce genre de logiciel est très abordable, que ce soit pour une société ou un particulier. Et les logiciels sont achetés forcément par une large base de clients puisque 80% des PME aux US et 20 à 25% des particuliers les utilisent. Et les produits également résistent aux changements selon moi car les coûts de changement sont très élevés et on l'a vu, le taux de rétention des logiciels est très bon et c'est encore plus vrai sur les solutions B2B sur lesquelles les entreprises ont l'habitude de travailler, ont formé des équipes et sur lesquelles le changement de solution pourrait coûter plus cher que ça ne pourrait rapporter d'économie à l'entreprise. Maintenant, côté positionnement. On a une entreprise qui est appréciée par ses clients puisque les solutions que propose Intuit sont appréciées par ses utilisateurs et encore une fois le taux de rétention en est la preuve. Par contre, l'entreprise n'est pas unique selon moi car sur tous les segments dans lesquels elle opère, il y a de nombreux concurrents et de nombreuses solutions similaires. L'entreprise par contre est bien le leader de son marché puisqu'elle est le leader des solutions de comptabilité et des solutions de déclaration d'impôts aux États-Unis. Elle résiste également à la concurrence puisque les solutions proposées ont des coûts de changement très élevés, mais par contre elle ne dispose pas d'un fort pricing power selon moi car les logiciels sont en concurrence directe avec d'autres entreprises et elle ne peut pas se permettre d'augmenter trop ses prix car sinon les entreprises ou même les particuliers pourraient décider de faire le changement et de basculer chez un concurrent. Passons maintenant au management. Et est-ce que l'entreprise est facile à diriger? Pour moi, la réponse est plutôt neutre ici, car même si le business model est simple, vu qu'il s'agit d'un business model de vente de logiciels par abonnement, donc sur un modèle SaaS, il y a un risque de disruption qui est toujours présent, et ce, peu importe l'entreprise, c'est un risque qui pour moi est inhérent au secteur technologique. Ensuite, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque Intuit met l'accent sur la qualité de ses solutions et le taux de satisfaction et de rétention des produits est très bon. Le management de l'entreprise est compétent puisque le management a su très bien diriger l'entreprise ces dernières années et surtout elle a su faire des rachats stratégiques. On pensera par exemple à Mint, Credit Karma et Mailchimp. Et le management, selon moi, est skin in the game également, puisque le fondateur est toujours au board de la société, donc Scott Cook, et possède toujours des parts également de la société, comme on l'a vu, à hauteur de 2,5%.
Et enfin, pour terminer, l'entreprise possède une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Est-ce qu'elle opère dans un secteur non cyclique? Ici, pour moi, la réponse est plutôt neutre également puisque même si le secteur technologique est considéré comme cyclique, les produits d'Intuit sont très résilients et même si on venait à rentrer dans une récession par exemple, les entreprises ne pourraient pas se passer d'une solution de comptabilité puisque c'est une solution de base que n'importe quelle entreprise doit avoir. Et également sur le segment de la déclaration d'impôts, ce n'est pas parce qu'il y a une récession ou des problèmes économiques que les citoyens américains vont arrêter de déclarer leurs impôts. L'entreprise dispose d'un fort potentiel de croissance, que ce soit organiquement en faisant croître ses logiciels ou non organique en rachetant d'autres sociétés. Et l'entreprise opère dans un marché en croissance puisque tant que le nombre de PME aux États-Unis est en croissance, Intuit possède un marché en croissance. Et également, l'entreprise est orientée vers ses actionnaires car Intuit verse un dividende croissant et effectue des rachats d'actions réguliers. Et maintenant, si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 17 sur 20, ce qui est très bon également. Passons maintenant au scénario catastrophe, et ici pour ma part j'en ai trouvé deux. Et comme beaucoup d'entreprises technologiques aujourd'hui, un des risques majeurs selon moi est l'IA, puisque c'est vraiment une technologie qui pourrait rebattre complètement les cartes, et une solution intégrant de l'IA pourrait totalement disrupter le marché dans le cas où Intuit n'arriverait pas à suivre et n'arriverait pas à intégrer cette technologie dans ses solutions existantes. Et également, comme on l'a vu, le fisc américain pourrait développer une solution gratuite de déclaration d'impôts, un peu comme en France, ce qui rendrait TurboTax beaucoup moins indispensable. Mais par contre, à noter que ici, ça n'impacterait que le segment TurboTax d'Intuit et ça n'impacterait pas le reste de ses solutions. Et pour terminer, donc passons à l'étude de la valorisation de la société, et pour ça je vous renvoie également vers la vidéo qui explique le processus de valorisation d'une société que vous trouverez en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et commençons par le calcul de la Fair Value Estimate, donc c'est-à-dire la valeur juste estimée de l'entreprise. Et pour ça, on va s'appuyer sur 5 prix. Le premier est obtenu par une méthode de discounted cash flow basée sur le chiffre d'affaires, et là on obtient 294,15 $. Ensuite, on a le prix juste de Morningstar qui est à 500 $, celui de Guru Focus qui est à 575,11 $, Refinitiv qui nous donne un prix de 630 $, et TipRanks 663 $. Et si on fait la moyenne de ces 5 prix et qu'on applique un coefficient de 0,9 pour garder une marge de sécurité de 10%, on obtient un prix de 479,41 $. Et si on compare ce prix par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est très chère aujourd'hui puisqu'elle est à 639 $ et elle a explosé depuis fin 2023, ce qui nous donne une différence de moins 33,4% entre son prix actuel et la Fair Value Estimate, donc le prix auquel on aimerait payer l'action. Par contre, il y a eu de très belles opportunités d'achat en 2022 et même début 2023. Et si on regarde maintenant les différents PE, on a un PE de l'industrie au global qui est à 26,61, un PE historique de l'action qui est à 43,36, ce qui est très élevé, et un PE actuel de 69,74, donc quasiment 70 de PE, ce qui est absolument colossal. Et donc ça nous donne une différence de 60,8% entre le PE historique et le PE actuel. Et si on fait la moyenne de ces deux ratios, à savoir la différence entre le prix et la Fair Value Estimate et le PE historique, on obtient un score de valorisation de moins 47,1. Et maintenant, pour conclure, selon moi, Intuit est une entreprise de qualité, puisqu'on l'a vu, elle a une note quantitative de 18,5 sur 20. Également, elle possède un grand moat, donc un grand avantage compétitif, et des fondamentaux excellents, avec une note fondamentale de 17 sur 20. C'est aussi un business qui est très sticky, avec des solutions qui ont un taux de rétention très élevé, qui offrent des revenus récurrents et qui possèdent un quasi monopole sur deux marchés aux États-Unis, à savoir les solutions de comptabilité et les solutions de déclaration d'impôts. Par contre, aujourd'hui, elle est chère puisqu'elle a explosé fin 2023, mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises de qualité aujourd'hui qui ont fortement augmenté depuis octobre-novembre 2023, et le marché dans sa globalité est surévalué aujourd'hui, donc forcément, ça va être très compliqué de trouver des entreprises à leur juste prix. Donc pour moi, Intuit, c'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille et que je continuerai à acheter. Par contre, je ne l'achèterai pas à ces prix-là et surtout, je ne l'achèterai pas à un PE de 70, c'est beaucoup trop. Donc pour ma part, j'attendrai qu'elle baisse pour pouvoir renforcer ma position sur cette société. Merci à tous de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si c'est une entreprise que vous avez déjà en portefeuille ou si vous avez prévu de l'acheter. Et également, faites-moi part des prochaines entreprises que vous aimeriez que j'analyse sur la chaîne. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.